Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être de nouveau présent ce lundi soir pour Classe Rugby. Vous l'avez vu, hein, ce week-end, pas de top 14. Donc l'émission qui débriefe le top 14 change un petit peu de programmation ce soir, mais on va quand même parler rugby et de beau rugby. Ce soir, on va parler de l'équipe de France avec Romain, qu'on retrouve avec grand plaisir cette semaine. Salut Romain. Salut Baptiste. Et Bonsoir à Clément, tous. qui était là la semaine dernière et qu'on retrouve également. On se retrouve à Trois Mousquetaires pour parler des deux belles victoires du 15 de France. Salut Clément. Salut à vous deux. Donc on va revenir directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur cette victoire, j'en profite sur l'introduction, on en avait parlé avec Clément, donc je profite de faire la petite pub pour la classe sport. On avait promis le lancement du site internet La Classe Sport avec tous ces classements qu'on vous promet à chaque fois. Donc n'hésitez pas, c'est lancé depuis samedi soir, laclasseport.fr. Vous pourrez retrouver notamment notre article écrit par notre invité de marque Clément sur le 15 all-time du 15 de France. Donc n'hésitez pas à aller voir et à réagir, à nous dire sur Twitter ce que vous pensez de ce 15 all-time. Et puis si vous êtes passionné de rugby, il y a aussi des top 5 des plus grands joueurs de certains clubs de top 14. Et puis peu à peu, il y aura plein d'articles qui arriveront. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site. Et je referme la parenthèse et je rentre dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Romain. Déjà sur une impression générale sur ces deux matchs qu'on a vécu, ce France-Australie, victoire à l'arraché, ce France-Afrique du Sud, autre victoire à l'arraché, mais deux victoires contre deux grosses équipes du Sud. Ouais, deux grosses victoires, je pense que c'est l'essentiel. Il y a des points positifs dans chacun des matchs, ils sont tous différents. Ce qui sera intéressant, c'est, parce que moi je l'ai entendu, lu beaucoup, le match d'avant-hier n'est pas un match référence. C'est un match qui nous permet d'avoir une référence face à ce qui est peut-être la meilleure équipe du monde avec nous, l'Irlande, depuis quelques mois. Euh, mais en revanche, on ne gagnera pas la Coupe du Monde et ce que l'on a fait samedi. Mais par contre, on sait que si on nous propose ce rugby-là, on saura y répondre, chose à laquelle on n'avait pas forcément de certitude. Donc ça, c'est positif de ce côté-là. Après, pas grand-chose je retiens pas forcément énormément de choses par rapport à ce que l'on avait pu voir l'an dernier où on avait tiré des certitudes de la tournée de novembre, des certitudes de la tournée du tournoi destination. Là, je retiens pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que la continuité me plaît, que je pense, on verra après dans les tops et les flops, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait perdu grand-chose sur ces deux matchs-là. Je pense que le staff a ses certitudes et à part gros écroulements individuels ou blessures, les absents ont plus tort que les présents. Donc, ouais, plutôt content de la continuité, forcément plutôt content de gagner parce qu'il ne faut pas bouder son plaisir après les 10 années que l'on avait passées. Donc voilà, puis ouais, plutôt Ok. content qu'on sache gagner sur des terrains différents que de ce que l'on avait vu jusque-là. C'est ça, on en avait parlé avec Clément la semaine dernière sur la victoire contre l'Australie, qui était au-delà. Moi, je te rejoins, Romain, je l'ai vu pas mal passer sur Twitter, ces victoires références. Je suis pas certain non plus, voilà, que ce soit des victoires références, notamment par le niveau forcément produit sur les 2 fois 80 minutes. Mais on a vu quand même, en termes de dynamique, en termes de mental, une équipe, tu l'avais bien souligné Clément, qui refuse de perdre, qui ne lâche rien, alors que c'est une équipe qui quasiment refusait de gagner il y a 4 ou 5 ans, on avait l'impression. Et là, Clément, même constat, non, sur le match contre l'Afrique du Sud. Ouais, même constat, effectivement, une équipe qui a des ressources assez incroyables, qui peut perdurer sa série d'invincibilité là, à 12 matchs, ce qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Donc ça fait plaisir, c'est un point positif, mais plein de petites choses quand même à redire, sans faire bien sûr les pistros. Hein. C'est sûr qu'après autant d'années de disette, je pense que de 2010 à 2019, on a tous souffert en regardant l'équipe de France le week-end, que ce soit en tournée d'été, en tournée d'automne ou même pendant le tournoi. Voilà, on a souffert et là, il faut pas bouder son plaisir. C'est cool la victoire. Mais moi, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions, notamment sur le plan de jeu, sur l'entêtement de Fabien Galtier, sur
et de ça, on découle plein de choses, je trouve, au niveau individuel et qui ont marqué un peu ce match et cette tournée. Et, euh, et je me demande aussi pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer parce que les équipes commencent à comprendre le jeu de l'équipe de France. Les équipes commencent à mettre la pression sur notre charnière, et notamment Antoine Dupont. Et quand je vois les stats du match, quand je vois le nombre de mètres parcourus des deux équipes, qui est quasiment, c'est le double quasiment pour l'Afrique du Sud. Je crois qu'il y a aussi comment dire, une supériorité en termes de possession de ballon, etc. Et voilà, quand on parle de Coupe du Monde, et quand on voit l'objectif qui est donné par l'équipe de France, pour moi, c'est pas comme ça qu'on arrivera à gagner la Coupe du Monde. Et peut-être pour rebondir, je laisserai Romain nous dire ce qu'il en pense, mais voilà, c'est ce qu'il évoquait en introduction. Il faut rappeler aussi que ce match contre l'Afrique du Sud, je l'ai peu revu évoqué comme si c'était un fait, ce qui est totalement logique d'ailleurs sur l'arbitrage, mais on a évolué pendant 60 minutes, si je dis pas de bêtises, en supériorité numérique. Alors certes, ok, les Sudaf se sont relevés à 14, ont été bons, mais il n'empêche que voilà, jouer à 14, le test est moins présent, même si physiquement il l'a été, forcément que contre une équipe à 15. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, sur ça. Je... Alors oui, je sais pas quand est-ce qu'ils prennent le jaune exactement. Mais À la 70e. En fait, il joue de la 10 à la 50 à 1 de moins et de la ouais. 70 à la 80. Après, bon, autant moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le plan de jeu. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais euh, j'ai tendance à faire confiance aux formules qui gagnent jusqu'à ce qu'elles se cassent la gueule. Et le jour où elles se cassera la gueule, on pourra dire que c'était de la merde. C'est chiant à regarder. Mm. Voilà, c'est Ah chiant à ouais. regarder, mais euh, alors je vais mettre le match de samedi un peu de côté, dans le sens où ça revêtait d'un contexte très particulier. Tu as parlé du carton rouge de Dutoit très tôt dans le match, qui a encore plus accentué sans doute les valeurs de combat et le Mm. plan de jeu très restrictif des Sudaf. Nous, en revanche, malgré cette supériorité numérique-là, on n'est pas sorti, nous, de notre plan de jeu, et donc on leur a rendu beaucoup de ballons, en leur laissant la possibilité de venir nous tamponner, de venir prendre notre ligne d'avantage. Et puis, mine de rien, on a un petit peu souffert de ça. Par contre, nous, on s'est pas du tout adapté, ce qui un peu aussi nuance les stats, c'est-à-dire que toutes les équipes auront plus de mètres parcourus que nous, puisqu'on leur rend tous les ballons au fond du terrain, et qu'au bout d'un moment, nous, on relance rien, et qu'eux, ils vont bien en relancer un ou deux, surtout avec les ailiers qu'ils avaient. Euh, je sais pas trop. Le match de samedi est vraiment très particulier à analyser. C'est le match typique où la supériorité ou l'infériorité numérique, ça se, ça se battait tellement, c'était tellement rugueux dans le combat que je sais pas si les 13 ils ont eu des ballons d'attaque, à part sur des sorties de mêlée où ils sont venus tamponner le 12 adverse. Hein. Ça, il n'y a pas eu de lancement, quoi, quasi Non. aucun. J'ai beau avoir revu le match, équipe de France, j'en vois un où il y a peu qui vient dans le dos Il y a de essai derrière. Ndiama. Il y a essai derrière. Ouais, ouais, sur l'essai de bail. Mais non, non, j'en vois pas tant que ça. Je pense que c'était pas là qu'il fallait regarder ce match-là. Après, est-ce qu'il va nous servir? Oui. Est-ce qu'il va nous servir dans le jeu? J'ai un doute. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en dire. Moi non plus, j'aime pas ce plan de jeu, mais j'ai du mal à critiquer les choses qui gagnent, même si j'aime pas ce qui est en train d'être fait et ce que je vois à la télé. Oui, après, Ouais, pour c'est. revenir sur le Oui, carton rouge, vas-y, vas-y. tu parlais de la supériorité. Ça s'est quand même vu. Ils ont vachement commencé par une rugosité énorme, une appétence pour le combat qui est incroyable chez eux. Ça en devient quasiment beau à regarder en fait, hein, pour les box, alors que franchement c'est pas forcément pour ceux pour le quoi j'ai le plus d'amour dans le jeu de rugby, mais c'est assez incroyable l'intensité qu'ils peuvent mettre dans. Ils le font pas à tous les matchs, hein. Quand je regarde le rugby championship, j'ai l'impression qu'ils choisissent, ils visent des Mm. matchs, et celui-là il l'avait particulièrement visé, je pense. Et donc ça en devient presque beau, et ils l'ont payé quand même. Même ils ont compensé. Et les 10 dernières minutes, Ouais. ça commençait à être dur. La France a vraiment repris l'ascendant, même sur les molles, qui a pourtant été
voilà, une Ouais. catastrophe en première mi-temps notamment. Et comme on peut voir sur l'essai de Colissi où on se fait complètement défoncer. Et donc voilà, donc ils l'ont quand même un peu payé. Après sur le plan de jeu, j'y reviendrai sans doute. Ouais, oui, non, non, mais c'est voilà, c'est ça aussi. C'est vrai que la partie A13 a été plus compliquée pour eux. Mais comme tu disais, Romain, et peut-être pour revenir rapidement avec toi, vu que tu n'étais pas là sur la semaine dernière, le match de l'Australie, au-delà d'apporter des certitudes dans le jeu, peut-être que voilà, le plan de jeu reste le même, hein, de toute façon, mais on aurait peut-être attendu autre chose face aux Australiens qui étaient quand même assez moribonds, et on l'a vu la semaine suivante pour eux. Sur ce match-là, qui peut-être permet de mieux analyser, étant donné que le match était plus classique, on va dire, dans son déroulé. Là aussi, bon, on s'est adapté sur du jeu dur. Là, on n'attendait pas forcément les Australiens, mais on a quand même eu du mal à mettre un plan de jeu pour déstabiliser ces Australiens. Oui, alors moi j'ai pas trop aimé le match face à l'Australie. Alors ce qui est difficile à juger, c'est que on le juge par le prisme d'une Australie qui est assez moribonde. On l'a vu ce week-end, on l'avait vu dans le Rugby Championship, mais qui est capable de sortir des performances assez étonnantes. On l'a vu cet été aussi, capable de sortir de belles perfs. Donc je ne sais pas trop comment le juger. Il est sûr que dans tous les cas, toutes les grosses victoires et les gros matchs de l'équipe de France depuis l'ère Galtier, même sans parler des victoires consécutives, elles ont été portées par une grosse charnière, que ce soit les deux ou que ce soit au moins Antoine Dupont, et un très gros Craig Aldrit. Euh, Là, bon, Greg Aldrit, il fait son match contre les Australiens, mais c'est pas l'Aldrit de fin de saison de La Rochelle ou celui du tournoi. Je lui en veux pas, c'était pareil l'an dernier, il a aussi des pics de forme. Force est de constater que notre charnière, elle a été propre par rapport au plan de jeu, mais chiante par rapport à ce que l'on peut attendre. Et le déblocage des situations que peut apporter soit Aldrit devant, soit souvent Dupont derrière, qui te fait basculer un match de temps en temps dans la folie ou ouvre des espaces, on l'a pas eu là. Donc ça a resserré les défenses, ça les a pas désorganisées, et hormis Damien Penaud sur le premier match, on a eu peu de duels gagnés par nos trois quarts, assez peu de franchissements. La paire de centre devient très très stéréotypée à partir du moment où notre charnière est pas très créative. Euh, Thomas Ramos, il savait qu'il jouait gros, donc il a respecté le plan de jeu. Il a quasi pas relancé, on l'a quasiment pas vu relancer. Le peu qu'il fait, il fait avancer l'équipe, mais tu sens qu'il voulait adapter son jeu à ce qui lui était demandé pour jouer sa carte à fond, et tant mieux pour lui parce que on en reparlera sans doute, mais il a plutôt bien fait les choses. Là où moi j'ai trouvé un peu c'est surtout derrière, voilà. Devant, sur le match contre les Australiens, je trouve qu'on a manqué un peu de, de poids, d'impacter l'adversaire. Il nous a manqué et sans doute un peu de deuxième ligne à l'ancienne, rugueux. Woki fait pas un très grand match contre les Australiens. Il se rattrape et c'est tant mieux contre les Box. Donc tout ça a manqué un petit peu de tout. Mais surtout, voilà, une charnière qui est un peu moins créative que d'habitude. D'un coup, ta paire de centre, elle ressemble à des Sudaf des années 2000. Ta troisième ligne, elle trouve moins d'espace, etc. Il y a tout qui s'écroule un petit peu. Ouais, ce qu'on disait avec Clément, on avait souligné dès que la charnière allait moins bien, et notamment Dupont, ça pouvait créer voilà, un côté un peu stéréotypé du jeu. C'est vrai qu'on a besoin de peu de ballons pour faire briller nos arrières, mais il faut une belle charnière pour faire ça. Et alors des avants qui grattent, ça c'est toujours le cas évidemment, mais la charnière, si elle est un peu moins bien, bah, du coup c'est vrai que derrière, le jeu stéréotypé le devait encore plus, et on doit s'arracher pour gagner. Alors on le gagne au mental et à la confiance, à la dynamique aussi. Mais c'est vrai que Clément, tu avais souligné ça aussi contre l'Australie. Ouais, ouais, non, mais c'est la charnière, effectivement, et je pense que c'est pour ça, c'est un peu ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que le jeu là, de dépossession, le jeu de pas plus de 20 secondes, alors ça c'est leur grand credo, hein, c'est-à-dire que 3 temps de jeu de 20 secondes, coup de pied. 40 mètres, dans ses propres 40 mètres, entre les 40 et les 30, entre même, voire dans les 50 et 40, dans ses propres 50 et 40, c'est coup de pied.
Donc c'est un peu robotique, ça en est presque robotique en fait. Ils ont ça manque de génie, ça manque je sais pas, voilà, d'improvisation dans le jeu, alors qu'on a des joueurs pour le faire. Quand je vois des Penaud, quand je vois des Ramos, quand je vois des Dupont, ben, je trouve que c'est un peu bridé. Mais force est de constater que c'est hyper efficace et que ça gagne. Ce qu'on a reproché aussi pendant des années à l'équipe de France, ben voilà, d'avoir des joueurs sans doute talentueux, etc. Mais bon, il n'y avait pas de plan de jeu, c'était n'importe quoi, voilà, c'était pas du tout cadré. Ben maintenant ça l'est, ça en devient un peu plus chiant, mais ça en devient un peu prévisible et on le voit aussi sur cette charnière. Donc je vais mettre un peu de côté Ntama, quand même il revient d'une absence. Bon, voilà, en plus il y a aussi ce qu'on lui dit de faire, etc. Il a respecté, c'était un peu mieux contre les Box d'ailleurs. Mais Dupont aussi, les adversaires, ils le ciblent maintenant. Donc, et c'est un peu pareil pour Aldrit, c'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Romain, c'est un peu nos deux magiciens. Bon, ben voilà, on rend les ballons, et puis sur deux, trois accélérations de ces deux, plus un trois quarts qui vient ici, Penaud, Ramos, etc., on crée un exploit. Mais maintenant, ben, ça se lance moins bien parce que les troisièmes lignes mettent une pression de dingue sur Dupont, et le 9 adverse, Faf de Clercq aussi, que je trouvais à la cave pendant ces dernières années, là, cette dernière année. Bon, il n'a pas trop joué en Championship parce qu'il avait une commotion, mais je le trouvais un peu à la cave. J'ai trouvé que il avait mis quand même enfin voilà, il avait pesé sur Dupont, etc. Et donc du coup, voilà, ça devient un peu prévisible et ça me fait peur. Voilà, un an de la Coupe du Monde. Voilà, après, rien n'est gravé dans le marbre. Tout est possible encore. Et je veux dire, plus que ça, puisque ça gagne encore. Et que petite piqûre de rappel qui finalement va peut-être faire du bien à cette équipe et qui va montrer un peu au staff qu'il va falloir trouver des solutions, des plans B peut-être, et peut-être à ce jeu de dépossession et à ces phases de 20 secondes, pas plus, qui sont quand même assez courtes pour mettre en place un jeu voilà, de grandes envolées, quoi. Ouais, ouais, peut-être un peu de place à l'adaptation. Ce que disait Romain, c'est peut-être ça qui a manqué. Je pense pas qu'on aille chercher un autre plan de jeu que celui qui a fait notre force et notre dynamique de victoire. Mais en effet, de temps en Bon, temps, s'adapter face à un ben, Dupont qui peut être ciblé et donc en difficulté, face à un Aldrid qui peut l'être aussi et donc devenir un peu mono-jeu en envoyant son 8 porter la balle. Comme il peut le faire d'ailleurs à La Rochelle en réussissant, mais en ciblant aussi un jeu qui peut être attendu au Stade Rochelais. Voilà, peut-être que c'est ça dont parlait Romain sur un peu d'adaptation qui pourra aider. Bah, en fait, moi, il y a surtout un truc, là où faut pas être dupe, c'est que, quel que soit le plan de jeu, enfin, vous allez peut-être me trouver des contre-exemples, mais il n'y a pas des équipes qui gagnent des Coupes du Monde ou même qui vont faire des grands chelems ou autres, euh, sans des, euh, sans des joueurs au-dessus du lot individuellement qui vont être capables de faire des différences. On peut mettre le plan de jeu que l'on veut. Moi, je veux bien que les Box 2019 ce soit une machine à rouler sur tout le monde. Je suis pas sûr qu'ils gagnent la Coupe du Monde sans Cheslin Colby. Euh, les All Blacks actuellement, quand Boden Barrett ne va pas, bah, l'équipe ne va pas. On peut en dire ce qu'on veut. C'est peut-être lui qui est en déclin. Peut-être faut le remplacer. J'en sais foutrement rien de ce débat-là. Mais le fait est que tu as besoin d'avoir des joueurs créatifs, quel que soit leur poste, et d'en avoir plusieurs pour mettre plusieurs fers au feu. Là où je trouve que l'équipe de France devient caricaturale, c'est quand elle ne se repose quasi que sur un ou deux joueurs, notamment Aldrit et Dupont. Là où, au début de l'ère, bah, tu avais un Brice Dulin à l'arrière qui était capable de te créer de l'incertitude par des relances. Tu avais un Virimi Vakatawa au centre du terrain qui pouvait. Et après, bah, tu avais tes ailiers qui, quand ils veulent bien toucher des ballons, que ce soit Damien Penaud ou Gabin Villière, peuvent apporter des solutions. Moi, euh, la paire de centre, c'est Ficou et Danti, et que l'arrière, alors là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais je pense qu'il a été bridé, c'est Jaminet, bah, de suite, tu t'enlèves un paquet de cartouches de création offensive. Et si Dupont et ou Aldrit sont un peu en dessous, bah, rapidement, tu te retrouves un peu plus en difficulté. Alors, quand c'est dans le tournoi et que tu as trois équipes sur six, que dans tous les cas tu vas battre, même en étant moyen, bah, il n'y a pas de souci. Mais là, face au Sudaf ou face à des équipes du Sud, si tu commences pas à avoir quelques autres solutions, bah, c'est un peu chiant. C'est pour ça que
bien aimé la fin du match parce que le banc et le repositionnement de Moefana au centre t'ont apporté des choses que tu n'avais pas en début de match, des solutions autres, du danger ailleurs et un peu de diversité, même si on est resté dans le même registre, mais un peu de diversité. Ouais, ouais, un peu Ouais, d'adaptation. Oui, vas-y, non, non, je vas-y. dis un peu d'adaptation, on l'a vu notamment, mais même sur des phases de jeu classiques de lancement, comme la dernière touche ou autre, où ça a permis aussi d'innover un peu et de les prendre à défaut. Ouais, ouais, moi j'ai oublié d'en parler effectivement, mais je suis assez d'accord avec Romain. Je vais cibler même un des points, c'est cette paire de centres. Donc, bon, Ficou est indétrônable, c'est capitaine de défense, capitaine, même un des capitaines de l'équipe, voilà, l'expérience, plutôt sélection, etc. Mais c'est pas hyper créatif au centre du terrain, même s'il peut quand même. Par contre, Danti, qui est indétrônable là depuis le dernier tournoi, hein, et depuis l'absence de Vakatawa, ben, je trouve que ça changeait beaucoup effectivement la créativité qu'il pouvait y avoir au centre du terrain, parce qu'on connaît son profil quand même, Danti, qui a des qualités, qui a des grosses qualités, mais qui a pas les mêmes qu'un Vakatawa. Et c'est vrai que ben, voilà, ça se pose un peu la question, et je pense que ça réduit vraiment le champ des possibilités. Comme l'a très bien dit Romain, je suis tout à fait d'accord pour le 15 de France. Alors peut-être qu'il faudrait s'appuyer sur d'autres. Je trouve que maintenant, justement, il parlait de Jaminet. Ben, Jaminet, peut-être qu'il y sera pas et que Ramos y sera. Et justement, s'appuyer peut-être sur un Ramos qui vient dans la ligne. Peut-être que Gabin Villière aussi manque, hein, sa capacité à dézonner, sa capacité aussi à prendre des ballons de récupération, etc., etc. Donc, qui peuvent amener un peu d'incertitude dans les défenses adverses. Donc, voilà, peut-être que ça manque, mais voilà, il va falloir faire mieux parce que là, la marge, elle s'est considérablement réduite. Je trouvais qu'il y avait quand même voilà, une équipe de France qui dominait son sujet. Là, c'est loin de ça, c'est loin de ça. Et parce que voilà, l'Australie, ben, on l'a vu cette semaine, c'est quand même sur courant alternatif, voire sur courant négatif le plus souvent. Et, euh, et l'Afrique du Sud, ils ont fini deuxième du championship sans être super intéressant. Donc, Au centre, ils ont peut-être perdu. pour... Pardon. Comment? Non, je voulais te Comment? relancer sur ta compo du centre, peut-être, juste sur qu'est-ce que tu pensais d'un Penaud, pourquoi pas, est-ce que Penaud, ce serait le gâcher de le recentrer comme il peut jouer quand même avec talent à Clermont? Et je sens que tu. Je sais pourquoi tu poses la question, parce que j'aime beaucoup Penaud au centre. Je trouve il amène beaucoup d'incertitudes. Il est moins bridé qu'Alel. Après, je pense qu'il y a d'autres facteurs, notamment la défense, etc., qui rentrent en jeu. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est même pas une solution pour Galtier, à part pour dépanner. Mais voilà, donc je sais pas après les solutions. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus pléthore de choix, hein. Il y a des jeunes, il y a un Barassi, etc. Mais bon, voilà, c'est pas non plus évident de ne pas mettre Danti, mais c'est pour ça. Mais si c'est Danti, alors il faut que laisser un peu plus de liberté à un Ramos. Il faut qu'il prenne plus d'emprise sur le jeu, ou un Damien Penaud qui vient plus dézonner, etc., et qui attend moins les ballons, quoi. Comme on l'a vu sur l'action d'ailleurs, hein, Ouais. qui a mené à l'essai de bail, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, au premier essai. On va passer peut-être au top et flop de ces deux matchs. Et peut-être pour faire une petite transition, comme j'aime toujours la faire sur le football, faut rappeler que comme au rugby, quand le rugby faisait rêver chez les Bleus, on gagnait pas forcément. Et quand le foot faisait rêver chez les Bleus en 82, on gagnait pas forcément. Et qu'en 98 et en 2018, on s'est clairement fait chier en termes de compo et qu'on attendait tous, entre guillemets, c'est pas le cas, mais la défaite pour déglinguer Jacquet et Deschamps. Et voilà, au final, des fois, en France, on gagne en étant trop pragmatique et sans faire rêver, mais bon, on prend les victoires. Après, c'est juste qu'on est chiant, nous, donc forcément, on demande toujours plus. Bon, et je passe top et flop. Allez, Romain, je te laisse la parole. Peut-être que les joueurs que tu as aimés, voilà, deux, trois performances individuelles que tu voudrais ressortir des deux matchs. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des tops. En fait, j'ai pris l'intégralité des joueurs qui ont joué depuis ces deux matchs-là. Je me suis fait des petits groupes de type entre ceux qui ont vraiment marqué des points, ceux, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, le statut est respecté. Il y a un petit bémol, mais pas grand-chose. Et les flops qui ont vraiment perdu des points ou qui sont descendus dans la hiérarchie. Spoiler, j'ai pas grand-chose dans les flops.
des mecs qui ont joué. Hein, c'est plus des mecs qui n'ont pas joué. Dans les tops, vraiment individuellement, j'ai évidemment Thomas Ramos parce que c'est celui qui avait le plus de pression et celui qui avait le plus à jouer, puisque je vais pas dire que tous les autres postes sont figés ou quasi figés, mais on avait déjà beaucoup plus de certitude. Et lui, il était attendu et réclamé par beaucoup de monde, et ça depuis très longtemps. Il sort d'un énorme début de saison, et puis on le met forcément titulaire logiquement avec la blessure de Jaminet, et parce que de toute façon c'est un meilleur joueur que Jaminet. Il prend la pression du but direct. Alors le but, ça l'a pas fait frémir, hein. Il fait 14 sur 17 en 2 matchs. Sachant que celle qui rate est un peu particulière samedi dernier. Et puis très sûr partout, il a été, je pense, enfin faudra demander à Galtier, mais il a été parfait dans ce que lui a demandé Galtier. Donc moi j'aimerais, ce que disait Clem tout à l'heure, j'aimerais juste qu'on l'installe, qu'il fasse quelques matchs de plus pour dire qu'il puisse sortir un peu de ce plan de jeu-là et apporter un peu la folie qu'on peut le voir apporter à Toulouse dans les très gros matchs. Et il en a le talent pour. Vous parliez du centre. Pour moi, en fait, la solution, elle était déjà évidente. L'échéance s'est un petit peu repoussée avec la blessure de Gabin Villière et le manque de profondeur que l'on a sur les ailes, mais moi, Moefana, il doit jouer au centre, il doit être titulaire tous les jours, quoi. Ça a été le meilleur joueur de la tournée d'été. Là, quand il est passé au centre en 13, que ce soit offensivement où il avance tout le temps et dans un registre différent, parce que lui, autant il est capable d'aller faire du physique au physique, s'il faut aller défier du bestiau, il en a rien à foutre. Mais s'il faut aller chercher des intervalles et déposer des mecs, ça le gêne pas non plus, hein. Donc, belle gestuelle et tout. Non, pour moi, Il est plus complet, il est plus complet que voilà, Danti, je pense. voilà. Et puis quand il faut aller dans les rucks et arracher les ballons comme le dernier, il sait faire. Pour moi, c'est lui qui doit avoir le numéro 13. Vous mettez n'importe quel autre ailier, dans l'idéal Gabin Villière qui retrouve son niveau, hein, mais n'importe quel autre ailier un peu classique pour contrebalancer avec la folie que peut apporter Penaud. Et là, on a une ligne de trois quarts qui est plus équilibrée avec plus de création. Après, forcément, Charles Olivon, même si le cas est un peu particulier, on parle d'un ancien capitaine, on ne savait pas trop comment il allait revenir. Force est de constater qu'il n'avait rien d'acquis, puisque c'est même pas lui le capitaine alors qu'il est titulaire. Il fait 2 très gros matchs, dont le dernier qui est vraiment solide. Euh, Ça va être coton de le sortir, donc lui, nickel. Et après, j'ai mis un petit groupe avec Macalou, Falatea, Jalibert, Lucu, qui dans leur rôle de finisher, ont marqué vraiment des points. Ils ont apporté vraiment ce qu'on leur a demandé d'apporter. Alors, Lucu sur le deuxième, Jalibert sur le premier match, Falatea, Macalou sur le second. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'à droite, on tâtonne depuis un moment. Falatea, même s'il me fait peur, chaque fois qu'il rentre en mêlée, il se fait tordre dans tous les sens, mais là, il résiste, hein, il n'a pas pris de pénalité. Et dans le jeu, il apporte vraiment. Quand tu fais rentrer lui à Movaca, ça fait mal au cerveau. Donc, bien aimé ce truc-là des finishers. Et puis après, sinon pas plus dans les tops. Forcément, Baye, on attendait, on a vu. J'espère que ce sera pas trop grave, mais on voit que même avec 30 minutes de jeu, ça reste le meilleur pour moi, gaucher du monde. Penaud, Woki, Facile. Marchand. Ouais, Penaud, Woki, Marchand aussi ont marqué des points, si tant est qu'ils avaient besoin d'en marquer. Mais ils sont bien affirmés. Woki, sur un match, il a mis un peu tout le monde d'accord, hein. Il peut être nul avec le Racing s'il nous sort, quand le niveau s'élève, les matchs qu'il a fait contre les Box, je prends tous les jours, Ouais, ouais. Et il y aura Willem C à côté, en plus. hein. Ça, ça- Si on, pou- Si on pouvait avoir un autre 5 Mm. qui émerge, parce qu'on en parlera après, mais derrière, c'est un peu, ça m'embête un peu derrière. Ouais, il y avait des mecs qui étaient un peu sortis, je pense notamment à Pesanti, mais bon, ça s'est pas très bien passé par la suite. Mais bon, ils avaient fait des matchs intéressants en Angleterre quand même. Je pense que c'était il y a 2 ans, hein, c'était la coupe après le Covid, Ouais. avec Guérassi. On avait dit que voilà, il y avait justement un peu de réservoir, mais c'est vrai que ça s'est un peu étiolé sur les années. Il s'est blessé aussi, je crois. Et il y a quand même Tao, hein. Tao,
bon, il le voulait absolument, je pense, en finisher. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi, notamment contre les box, pourquoi il n'avait pas. Parce que je trouve que, voilà, Woki, il a été très très bon et voilà, contre les box, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'était pas super complémentaire avec Flamand, mais bon, après, Non, ben, Mm. je pense que Tao, il avait pas, en théorie, il avait pas Ah ouais, 50-60 minutes Mm. dans les jambes parce qu'il a quand même été blessé et tout. Donc, ok. je pense il se gardait l'option de dire que ça allait tenir autant que ça allait pouvoir avec les deux qu'il y avait, qui ferait rentrer du poids à la fin Ouais. pour pouvoir gérer. C'est rentré plus vite que prévu. Et Tao bah, fait partie des mecs moi, qui m'ont un peu déçu, justement, alors que lui, il avait une grosse carte à jouer vu l'absence de Williams. Ouais. Ouais, et tu notais l'apport du banc, ça aussi, c'est important dans les, voilà, dans les échéances à venir. Et voilà, quand on parle tournoi et encore plus Coupe du Monde, voilà, bon, tu disais en deuxième ligne, ben, ça peut faire peut-être un peu défaut derrière ce qui manque. Mais bah, moi, je voulais parler de Lucu, que j'aime bien et qu'on aime bien se charrier avec toi, Romain, sur Lucu, qui a pas fait le meilleur début de saison sur les tout premiers matchs à Bordeaux, mais qui revient, alors surtout avec Jalibert évidemment. Mais voilà, Lucu, il a sécurisé peut-être là son poste de remplaçant de Dupont. Je pense qu'il fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il ne faisait pas l'unanimité parce que évidemment, il y a des bons neufs hein, qui peuvent pousser derrière, qui sont un peu plus joueurs, un peu plus dans la prise de ligne, dans l'évitement, etc., des couillous, mais qui au final bon, marchent pas forcément aussi bien que ça non plus en club. Et Lucu bah, rentre 10 minutes après 10 minutes sur des rentrées. Bon, il a plutôt rassuré. Alors on pouvait se dire, bon, c'est que 10 minutes, voire de temps en temps, il rentre même pas, ou 2 3 minutes vraiment pour dégager les deux derniers ballons en banana kick. Mais là, au final, sa rentrée, elle fait quand même du bien. Et sur un match compliqué et sur une durée plus longue. Et notamment avec le dernier essai où il fait un bel enchaînement. Donc voilà, peut-être que, je sais pas si, en tout cas, Galtier avait des doutes sur ce deuxième neuf, parce qu'on disait. En deuxième neuf, il est bien, mais c'est vrai que si jamais Dupont se blesse, est-ce qu'il le met titulaire? Donc est-ce que c'est un vrai second numéro 9? Donc voilà, à voir, mais je pense qu'il a quand même gagné des points encore sur une période plus longue en termes de minutes. Ouais, bon, moi je suis pas du tout un défenseur de Maxime Lucu aussi. Je trouve qu'il y a d'autres solutions, et notamment de la jeunesse derrière. Et bon, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on prend un Maxime Lucu qui a, je sais pas quel âge il a, mais là, qui est trentenaire, je pense, non? Oui, Oui, je pense. juste trentenaire, je pense, Voilà, 30 ans. ouais, juste trentenaire, voilà, donc c'est pas trop en plus dans la philosophie du staff tricolore, voilà, qui a voulu régénérer un peu les générations, etc. S'appuyer sur quelques cadres, mais c'est pas le cas pour l'UQ. Mais bon, ceci étant, là sur ce match, notamment contre Box, là franchement, bah, je te rejoins, ouais, ouais, il a fait. Je dirais même que, bon, alors est-ce que c'est parce que les Box ont un peu relâché la pression? Je dirais même qu'il. Je trouvais que le ballon, notamment dans les 15 dernières minutes, mais je pense que ça vient du physique des Box qui commençait à décliner. Et j'ai trouvé que le ballon bah, sortait limite un peu plus rapidement que. C'était assez propre, voilà, plus rapide qu'avec Dupont au début de match. Donc ouais, ouais, sur les temps de jeu, les gros temps de jeu qu'on a eu à la fin, ben, il a fait des bons choix. Non, non, rien à dire. Il a quand même pris l'eau quand, dans le ventre mou après l'expulsion de Dupont, on a pris l'eau un petit peu pendant 10 minutes. Il aussi comme tout le monde, hein. Mais voilà, non, c'était vraiment une rentrée correcte et je pense que voilà, l'idée de Galtier, c'est d'avoir un excellent gestionnaire, voilà, et qui est qui est capable de tenir ses fins de match et de pallier aux absences de Dupont, mais qui sont très. Enfin, il joue tout, quoi. Je veux dire, il joue toutes les minutes quasiment. Donc, bon, c'est vrai que ça a moins d'impact et moins d'importance. Ouais, après, alors moi j'ai beaucoup, alors il y a plusieurs choses. Moi j'ai beaucoup aimé sa rentrée dans le sens où en fait il vient changer le rythme du match là où on en avait le plus besoin. Vraiment, ça c'est criant. Il a impacté le match et il a changé de braquet. Une fois pour accélérer, une fois pour ralentir, mais vraiment il a remis un peu de l'ordre dans la maison, là où ça devait commencer à devenir un peu dingo. Donc sur ça, il a été très bon. En revanche, moi, ce qui me gêne, c'est que son jeu au pied est pas bon. Euh, Ah
non, il est Notamment pas bon. Son premier coup de pied Il y a un qui fait dégagement 10 dans les mètres. 22, je pense Voilà, qu'il c'est touche, ça. il 10 touche, il mètres. touche de 10 mètres, hein, je Oui. pense, hein. Ouais, c'est ça. Et quand alors Lartaud, il en fait beaucoup trop quand il parle de Dupont, mais le jeu au pied de Dupont est exceptionnel, hein, que ce soit pied droit, pied Pied gauche, gauche. ouais. Là, Impressionnant. ouais, enfin, j'ai rarement vu ça chez un neuf. Avoir autant de longueur et de précision, ce qu'il a bossé, c'est vraiment au-dessus du lot. Mais oui, sa rentrée est bonne. Mais elle est bonne dans un contexte où, enfin, moi, c'est pareil, si tu veux, on me fait faire une draft des numéros 9, je le prends pas numéro 1, je le prends pas numéro 2, je le prends pas numéro 3, je le prends pas numéro 4 pour mon club, hein, si j'ai allé dans l'ordre, hein, les numéros 9. Mais il y a des mecs dans le contexte. C'est pour ça que c'est toujours important de prendre ce contexte-là. Demain, tu changes de numéro 9, de sélectionneur. Je suis quasi sûr que quel que soit le sélectionneur, Maxime Lecu ne sera pas le remplaçant d'Antoine Dupont. De la même façon que tu aurais changé de sélectionneur, jamais Melvin Jaminet, il a le crédit qu'il a eu pendant X temps. Je ne sais pas s'il va le conserver après pour le tournoi, on verra qu'est-ce qu'il en sera. Mais voilà, c'est un contexte, un plan de jeu qui fait que il est peut-être la personne idéale pour Galtier dans ce système-là. Donc oui, très bonne rentrée dans la gestion du match. Après, je suis plus, si tu veux, s'il faut parler des finishers, je préfère ce qu'a apporté, par exemple, le Mathieu Jalibert, qu'il n'avait pas trop apporté en tant que remplaçant contre l'Australie, où ben, on lui demande de suite d'impact, alors qu'il avait 2 à se mettre dans les matchs en équipe de France. Je lui dis, écoute, t'as 25 minutes, de suite, il faut que tu impactes la rencontre, et il l'a fait immédiatement dans un registre qui est différent de celui d'Ntamak, et on a besoin de ces mecs-là avec des profils différents sur le banc pour apporter au moment où on en a besoin, bah ça, je trouve ça beaucoup plus positif qu'en fait, Lucu fait quelque chose que l'on connaît, et puis il bénéficie un petit peu aussi de l'entrée catastrophique de Cobus Reinhardt, Ouais. parce que c'est à peu près concomitant, il y a peut-être 5 minutes entre la sortie de Leclerc et, euh, et l'entrée de Lucu. Et il l'a bouffé direct. Reinhardt, il a été cata. Alors, lui, pour le coup, c'était pas match pour lui. Non, 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 c'est sûr que lui a galéré dès sa rentrée. Je crois que c'est vraiment en même temps, en effet. Et puis en plus, il a pris les 10 dernières minutes où tout le bloc Sudaf a subi, en effet. Est-ce que, Clément, toi, tu voulais souligner peut-être un ou deux joueurs que tu avais aimé Non, bah, c'est un peu la même chose hmm. que Romain. Donc oui, moi sur les deux matchs, vraiment, c'est Olivon qui m'a prouvé des choses que je ne soupçonnais pas chez lui, et notamment dans un match là contre les Box où le combat a fait rage. Voilà, je le trouve très aérien, toujours au soutien, qui fait un magnifique client avant trois quarts, on l'a dit la semaine dernière. Mais là, je l'ai trouvé vraiment, voilà, il a plaqué, ça a été plutôt efficace. Il était dans le combat, et même dans un registre un peu plus puissant, plutôt puissant, c'est-à-dire près des rucks, etc. J'ai trouvé qu'il avait trouvé de l'avancée, etc. En touche, bah, il en a volé deux, je crois, deux ou trois dans le match quand même, mine de rien. Deux, je Au crois. moins deux, ouais. Deux, voilà. Bon, mais c'est quand même à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont volés, donc non, non, il revient, il revient en force. Et je crois qu'il a repris le brassard en cours de match. Voilà, je pensais qu'il y avait quand même un peu de concurrence pour lui. Bon, alors, je crois qu'il a mis tout le monde d'accord, hein. Voilà, je pense que Olivon sera titulaire à la Coupe du Monde s'il n'est pas blessé. Voilà, donc quid de Jelonge Pro. Côté, quand même, je voulais souligner une grosse perf quand même des ailiers sud-africains. Hmm. Voilà, on parle de leur registre, tout dans le combat, dans la puissance, dans la rage, dans la rugosité. Ben là leur trio d'ailleurs arrière, je vais mettre un joueur que j'adore aussi, Willy Leroux, Hmm. qui est un peu vieillissant, hein, Toujours mais là, voilà, toujours là. voilà, un joueur que j'ai adoré un peu plus jeune. Vraiment, ben là, Leroux, Colby et Arenze, pardon, Hmm. ça a été efficace. Je pense qu'ils gagnent tous plus de mètres que n'importe quel trois quarts français. En défenseur battu, c'est meilleur aussi. Enfin, voilà, je parle même pas de Colby et de son jeu au pied. Bon, voilà, carrément, il a mis des pénalités en coin de 40 mètres. Arenze, ça a été un poison sur son aile. Enfin,
Donc même s'il a été bien contré, mais voilà, donc non, voilà, je voulais mettre voilà, une petite pièce sur ce trio arrière que j'attendais pas forcément, On leur, faut être honnête. on leur a offert les ballons de relance et ils ont su les Ah exploiter. bah, exactement, ils ont saisi, hein. Donc, Et voilà, et peut-être Colissi aussi, bon, qui marque l'essai, mais moi qui est un joueur que j'aime beaucoup, toujours présent sur le combat et qui en plus qui a un beau relais aussi dans certaines phases offensives, derrière les Molles, quand les Molles ont avancé notamment. Donc j'ai bien aimé Colissi aussi chez les Sudaf. Il leur manquait âme, hein, quand même. ah oui, au centre, ouais. Ouais. Et oui, Krill, ça n'a pas été le meilleur, hein. Non, ça fait un moment que ça dure, hein. Ouais. Bon, Ouais, c'est vrai on va en parler de Ham, mais peut-être juste pour terminer ce point équipe de France sur bon c'est rapide pardon sur l'avenir. Donc là, dernier match contre le Japon. Une question un peu à la va-vite. Est-ce que vous pensez que la compo sera le 15 habituel ou qu'il y aura un peu de turnover pour faire un peu de test contre le Japon? de toute façon, il y aura un peu de turnover obligatoire, hein, vu, je pense que Turnover médical. ouais, voilà, l'état de Mm. l'équipe de France. Je pense que le médecin a un peu de boulot. Je crois que Danti sera pas là. Dupont sera Bye. Mm. suspendu. Ramos va être cité. Oui. Vraisemblablement, je sais pas si c'est fait. Non, Euh, apparemment pas. Ok. apparemment pas. Bon, ok. Non, Euh, apparemment pas, il va s'en sortir, Ramos. ok, bon, très bien. Donc du coup, ouais, il va y avoir un peu de turnover. Puis je pense que c'est l'occasion aussi, hein, donc voilà. Danti, apparemment, ça va. Il a rien. Enfin, il a rien. Il a pris du toit dans la gueule, donc sans doute il y voit un peu moins bien d'un œil que de l'autre, mais il n'y a pas de fracture, rien du tout, donc il postule. Voilà, on le dit dans le chat, c'est vrai, il postule Mm. pour samedi. Euh, Moi, je voudrais voir de la continuité au max. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre avec des essais. Il nous restera après 5 matchs dans le tournoi euh, en fonction de, en fonction de l'état de forme et des blessures que l'on aura pu constater pendant l'hiver, là où la Coupe d'Europe va arriver, où on risque d'avoir quelques gros chocs et où on pourra réévaluer, entre guillemets, la forme des, euh, des titulaires qui ont un peu moins bien performé là. Donc pour moi, il faudrait avoir le max de continuité possible sans prendre de risques s'il y a des mecs qui ont des petits pépins à droite à gauche. Dans les changements, on en a parlé, hein. Moi, je voudrais voir Moefana titulaire. Je sais pas trop, je suis emmerdé à gauche. Je sais pas trop qu'est-ce que j'aimerais voir parce que à part Baye, tout ce que j'ai vu m'a pas convaincu. Euh, j'aimerais bien que Tao sorte un vrai gros match parce que c'est lui qui va débuter puisque Flamand lui sera absent. Donc je sais pas, mais voilà, moi beaucoup de continuité pour continuer de travailler ce que l'on a travaillé jusque-là. Ok. Et Et pour ensuite, derrière, sur le tournoi, que, voilà, ça rejoint un peu bon, ce que tu dis. C'est, toi, tu souhaiterais peut-être un Moefana donc, au centre en entrée de tournoi avec un Ramos en 15 puisque logiquement, Ramos et Jaminet seront en concurrence donc, pour ce poste de 15 au tournoi. Jaminet a peut-être fait l'erreur de partir à Toulouse et donc d'être le remplaçant de son enfin, principal concurrent en équipe de France, ce sera peut-être encore plus dur pour aller rechercher sa place. oh, j'avais été sympa jusque-là, me faites pas parler de Jaminet. J'ai réussi à te faire dire un peu de bien sur Lucu. Bon, non, Ah non. non, mais si tu veux, je suis quand même plutôt objectif sur les joueurs. Je sais, alors, comme je l'ai dit, hein, sur Lucu, je sais pourquoi il est là. Jaminet, je savais pourquoi il était là. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi Ramos n'était pas à sa place, dans le sens où tout ce que Jaminet sait faire, Ramos sait à peu près le faire aussi bien. Et que tout ce dans quoi Ramos excelle, Jaminet ne peut pas le faire, quoi. Que ce soit la création pour lui, pour les autres, pour tout ce que l'on veut. Euh, Au pied, bah ouais, il a peut-être 5 mètres de plus, Jaminet, quand il s'agit de buter, et peut-être 10 mètres de plus quand il s'agit d'occuper. Je suis pas sûr que ça justifie de sortir Ramos pour ça. Pour moi, c'est lui le gros perdant et j'espère
entre guillemets, hein, j'espère qu'il va le rester. Et j'espère qu'il va jouer à Toulouse. Ça voudra dire qu'on reposera un peu Ramos et Ntama. Mais pour l'équipe de France, pour moi, lui, ça doit être un des perdants. Comme on a parlé pour Danti, comme je pense que Arost et Demba Bamba sont un peu perdants du truc parce qu'ils n'ont pas joué. Parce que Falatea, je l'ai dit tout à l'heure, il me fait peur en mêlée, mais par contre, c'est pas cadeau dans le jeu. Hein. Quand il rentre à Movaca, vraiment, c'est, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Explosif, hein. Explosif. Hein. Ouais. Ouah, c'est. Je sais pas, là, il a vraiment passé un cap, j'ai l'impression. Ouais. Parce que explosif, il a toujours été, mais aussi disponible dans le jeu, je n'avais pas souvenir. Donc, puis il y a l'énigme de qu'est-ce qu'ils vont faire avec François Cross. Là, franchement, je sais pas du tout. Ouais, bah c'est. Moi, pour le Japon, j'aimerais bien quand même un peu, contrairement à Romain, un peu de la continuité, pas tout changer, pas changer les 15, mais j'aimerais bien voir un peu de nouveautés, des choses sur un peu plus de temps de jeu, en plus des choses qui permettraient de faire souffler. Moi, je pense notamment à Aldrit. Voilà, j'aimerais bien voir une autre solution au numéro 8. Mm. Il a pas, ça ne remet pas en cause sa place, hein, loin de là. Hein, ça a été le meilleur français sur l'année 2022, donc, enfin le tournoi 2022 avec Dupont, donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, voilà, voir autre chose, une solution différente aussi dans son registre. J'aimerais bien en voir une, je pense notamment à des Tangades, etc. J'aimerais bien les revoir. Pareil pour Antonio, voilà, j'aurais bien aimé voir autre chose. Et au centre d'Anti, effectivement, mettre Moefana et peut-être remettre encore un ailier, je sais pas qui est dispo, et à Lebel peut-être. Ce sera Lebel qui Le jouera. Bel, oui. Lebel, voilà. Et qui avait pas démérité dans sa tournée au Japon. Mm. Qui a fait quand même Un essai par match. Ouais, qui est bon, Ouais, voilà. qui est bon. Bon début de saison avec Toulouse. Voilà. Oui, c'est ça ou du Mortier. Enfin, je sais pas s'il y a du Mortier dans le groupe, il me semble. Ouais, il y non, était, mais il viendra pas changer. Non, S'il met un ailier, il pas mettra, le Bel. Lebel, ouais. Lebel. Ouais, ouais. Pourquoi pas pour le revoir. Continuer avec Ramos et j'irai même jusqu'à changer la charnière, moi. Voilà, j'aurais bien aimé voir Jalibert un peu plus pour lui donner de la confiance, voilà, etc., etc. Puisque, comme on l'a très bien dit, j'ai trouvé ces deux entrées vraiment, vraiment top. Quand il y a des espaces qui se créent avec son jeu, etc., il a été bon contre l'Australie, il est décisif contre l'Australie et je trouvais sa rentrée très intéressante aussi. À un moment, il fait un appel sur le côté, je pense qu'il y a une énorme action qui va pas au bout, mais il fait une inversion sur le côté, il a des prises de décision, il amène un peu de créativité, comme on l'a dit. J'aimerais bien le voir là, contre le Japon. Voilà. Ok, bon, on verra ce que Galtier nous propose. Moi, pas parce que j'ai envie de voir. Bon, puisque Dupont ne sera pas là, donc on va penser à raison que Lucu va jouer. S'il le met pas là. Voilà. Non, mais après, moi, tu sais, il y a des fois où il est tellement jusqu'au boutiste. Si tu veux, j'y avais pensé avec la blessure de Jaminet que, par exemple, Ramos est un tel finisher parfait pour lui, tant en polyvalence qu'en profil, que moi j'imaginais très bien que Ramos il allait rester sur le banc et qu'il allait nous rappeler Dulin ou mettre Boutier ou ce que tu veux à l'arrière pour Gaëtan pas toucher à Germain. son banc. Voilà. Ouais, Gaëtan Germain, ouais, voilà, très bien. Même profil, exactement le même profil Ouais. tout pareil que Jaminet. Et là, Avec 10 ans de moins. et là, dans sa logique jusqu'au boutiste, presque, il serait capable d'aller prendre, je crois qu'il a rappelé Le Garec ou Couillou. pour les mettre titulaires et garder Lucu en finisher parce que c'est comme ça qu'ils veulent voir. Bon, je pense pas que c'est ça qui va se passer, mais du coup, par contre, moi, j'aimerais revoir Ntama parce que Ntamak Dupont, on connaît par cœur. Lucu Jalibert, on connaît par cœur, que ce soit même en équipe de France, puisque c'est eux qui ont joué la tournée d'été. Par contre, Lucu Ntamak, on n'a jamais vu, ou quasiment jamais vu. Et on n'est pas à l'abri d'un problème de Dupont. Or, Dupont Jalibert, on connaît aussi. Donc, les voir jouer un moment ensemble, quitte à tourner plus tôt, hein, dire qu'à la 50e, ça tourne pour donner plus de temps de jeu à Jalibert, qui en a pas forcément besoin parce qu'on le connaît. Il a beaucoup joué, voire tous les matchs depuis le début de saison. Donc voilà, c'est pas plus mal non plus s'il enchaîne pas les feuilles de match alors que Ntamak lui a été blessé et qu'il a besoin de jouer.
Mais voir Ntamak avec Lucu, c'est intéressant. C'est un des seuls trucs que l'on n'a pas fait. Donc ça, pour le coup, Non, c'est pas j'aimerais faux. bien voir. Ouais, Et on ouais. n'a pas parlé aussi de Macalou, qui a peut-être sur ce match trouvé sa place définitive sur le banc en 5-1-2. Mm. On parlait du banc là, de Galtier, je pense que ça, il va pas le bouger de sitôt, le fait qu'il soit un peu hybride, etc. Ben là, il a pu le tester à grandeur nature, et bon, il a été plutôt convaincant, Macalou. Donc, lui, dans l'esprit de Galtier aussi, ça devrait pas trop bouger, ça. Et c'est pour ça que ça m'inquiète en solution, notamment en troisième ligne, quoi. Oui, bah, Ouais, ça, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer mm. en troisième ligne. Parce que on l'a évoqué à demi-mot, mais François Cros, Ben ouais. euh, Mm. parce que moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est je suis d'accord avec toi sur Macalou et il a son profil parfait, un peu comme ce que je te disais avant pour Ramos, mais et puis il a été très bon. Je pense que j'ai jamais vu Macalou aussi bon dans un gros match que samedi. Enfin, je sais pas, je pense C'est pas, sûr. je sais que c'est pas le cas. Mm. Je l'ai jamais vu être Il joue pas aussi de gros match, hein. agressif. Il joue pas de gros match, il Ah, joue au Stade français, hein, donc, ouais, Ouais. mais Et enfin, et il les joue matchs qu'il passe. France-Géorgie, ouais. Ouais, ouais, alors pardon, les matchs, bah, non mais avec l'équipe de France Mm. déjà, le peu qu'on a Ouais. vu, jamais top. Et les Non. matchs qui sont pas dans le multiplex, je le trouve jamais trop bon. Ou quand c'est un peu trop dur, c'est jamais. Je le trouve souvent effacé quand il joue en troisième Mm. ligne. Et là, j'étais bluffé. Mais oui, effectivement. Mais oui, ça posera la question de François Cros sur la façon dont il va construire son banc, parce que mine de rien, s'il y a un des points sur lesquels on a pêché, hormis les molles, mais c'est un épiphénomène face aux Sudaf qui sont vraiment au-dessus du lot dans ce secteur-là. Dans les rucks, c'est compliqué. Dans les zones de combat, c'est compliqué. Et l'an dernier, on avait essayé de sortir François Cros. Dès qu'on l'a remis, ça a mis de l'ordre dans la maison là-dedans. Que ce soit titulaire ou remplaçant. Alors déjà, il va falloir qu'il revienne. Mais autant je suis assez d'accord avec Clem sur le fait que je pense qu'Olivon, bah, je vois pas bien comment on va le sortir. Euh, mais si Kroos revient à son niveau, il était vraiment, vraiment devenu indispensable dans les tâches de l'ombre, hein. Je sais pas du tout comment il va faire ça. Entre Gelon, entre lui, entre Macalou sur le banc, sans doute Flamand qui serait sur le banc. Si Williams est là, je sais pas du tout comment il va faire. Bon. Et moi aussi, je suis d'accord avec le chat, j'enlèverais Gelon pour mettre Cross si Olivon est à ce niveau-là. Oui, moi c'est Ouais, aussi. moi aussi. C'est vrai, je pense qu'on est pas mal d'accord. On parlait avec Victor de la classe sport aussi Et samedi et on se après, je disait. garderais bien un gelon sur le banc, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde, quoi. Et donc, Ouais, c'est bon, vrai Mais ouais. Gelon, tu le mets partout, hein. c'est Tu le ça, mets, il exactement. fait 4, 6, 4 7, 6 7 8. 8 ouais, Ben oui, c'est pour ça, exactement. il serait parfait sur le banc aussi. Ouais, ouais, je Mais pense que. il fait pas ailier, quoi. Non. Non, Et comme il y a 6 avant, enfin 6 avant, 5-1-2, il n'y a que 2, il y a pas trop. Après, c'est avec ses profils de centre ailier oui, de aussi, hein. Moefana, Et de Lafino Penaud, ou oui. Moefana qui peuvent jouer les deux. Mm. Donc, bon, voilà. Bon. Bon, Mais on verra, ben, on verra déjà on aura plus de réponses évidemment sur le groupe de destination en espérant que tout le monde arrive en forme et du coup que ça apporte des réponses aussi plus claires derrière forcément. Peut-être pour terminer, un petit mot sur. On parle, je vois Aldrid sur le chat, je salue ceux qui nous suivent, Vladimir et Orseus. Petit mot sur le World Rugby qui a officialisé les 4 joueurs qui sont donc potentiellement les 4 meilleurs joueurs du monde de l'année 2022. On a Lucanio Am, donc on en parlait, centre sud-africain, Antoine Dupont évidemment, Johnny Sexton. Petite surprise peut-être, on en reparlera, mais de voir Johnny Sexton ici et peut-être pas d'autres joueurs. Et Josh Van Der Flier, voilà, je pense que Van Der Flier, Dupont, on pouvait signer et mettre 1000 euros chacun sur le fait que les deux soient nommés évidemment des meilleurs joueurs du tournoi. Mais c'est vrai que Ham, qui n'a pas tant joué, et derrière Sexton, malgré la belle saison, mais qui a fait aussi des hauts et des bas avec ses blessures comme toujours. Voilà, c'est un peu d'étonnement. À mon avis, Dupont par favori, même si Van der Fier, connaissant les systèmes de vote qui peuvent être surprenants dans ce type de récompense, Van der Fier peut tirer son épingle du jeu et être élu à mon avis. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses Romain, mais déjà des 4 nommés et puis peut-être du favori. Euh,
Alors moi, sur les 4 nommés, j'étais pas loin du compte, puisque j'ai retrouvé le tweet que j'avais mis. J'avais à peu près ces 4-là, j'avais pas Sexton, j'avais Savea à la place. Et en l'occurrence, je pense que j'aurais plutôt mis Savea, comme pour changer, pour pas mettre Dupont une seconde année. Et si c'était pas Savea et qu'il fallait mettre un deuxième mec d'une nationalité déjà présente, j'aurais mis Aldrit. Euh, donc, euh, Non, mais donc voilà. c'est un petit scandale qu'il y soit pas. Hein. Parce que bon, Alors, c'est peut-être le meilleur joueur du tournoi, parce que bon, on le donne à Dupont parce que c'est Dupont, mais pourtant je suis pas le plus grand défenseur d'Aldrit. Et puis il est quand même champion d'Europe aussi, quoi. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup de succès. Il a été prépondérant dans les 2 campagnes majeures, en tout cas en Europe. Ouais, qu'il y soit pas, je trouve ça un peu dur. Alors qu'on prend deux mecs irlandais, bon, on sent le poids à World Rugby, quoi. Hein. Je veux dire, en 2 Irlandais, ils ont perdu les deux finales. La finale contre la France pour le Grand Chelem et la finale de H-Cup. Ouais, c'est la tournée contre les Blacks, chez les Blacks, qui pèse lourd Ah, dans le final, je non pense. mais Van Peer, enfin, il est très très fort hein, avec le ah Leinster. oui, oui, Ouais. C'est le meilleur joueur du Leinster qui bute clairement. sur le meilleur joueur, pour moi aussi, d'Europe de l'année, qui est Greg Aldrit en finale. Et il est prépondérant pour les Irlandais. Donc pour moi, c'était logique qu'il y soit. Moi, Ah, moi aussi. moi, j'avais Dupont, Van der Fleer, Ham. Et bah, après, voilà, Mm. c'est soit on choisissait ce que moi je trouvais ça logique. Bon, ils mettent 2 Irlandais, donc effectivement, c'est con. À mettre 2 d'une même nationalité, j'aurais mis effectivement Greg Aldrit. Euh, Sinon, j'aurais mis Savea, mais j'aurais pas mis Johnny Sexton. Et voilà, effectivement, et moi j'ai Aldrit et Savea, on en a parlé en off avant, moi c'est le premier qui m'est venu parce que franchement il est au-dessus du lot. Et Ouais. alors après il y a la saison All Black, mais bon il gagne quand même le championship. Bon, Mm. voilà, Oui, tu l'as dit, donc il surnage vraiment dans son poste. ouais, il surnage dans son équipe quoi, donc ouais, bon, ça pourrait, voilà, un des deux peut-être, mais et puis Ham, c'est vrai qu'il est excellent, mais c'est vrai qu'il y a une question de, voilà, je connais pas exactement ses stats, mais j'aimerais bien savoir le nombre de matchs quoi. Donc Oh, il y en a, mais euh, après, moi, le seul truc qui me gêne, alors moi, j'aurais adoré que ce soit Aldrit. Hein. Et puis en plus, Mm. pour faire un coup chacun avec Dupont, qui a déjà été meilleur joueur du monde l'an dernier. Donc voilà. Euh, Ce qui est toujours chiant, c'est que moi, j'adore Greg Aldrit. Mais en fait, si tu fais le classement des meilleurs numéro 8, bah, il est top 2, mais je pense que Savea, il est meilleur que lui. Et Ouais. qu'aujourd'hui, tu mettrais meilleur joueur du monde quelqu'un qui n'est pas le meilleur joueur à son poste. Ça me gêne un petit peu. Je suis assez Euh, d'accord. Je suis d'accord voilà. avec ça. Ça, Après, il y a la question de la saison. Il y a la question de la voilà. saison Il y a qui les cette accomplissements semaine est collectifs. gagnante. Est gagnante. Voilà. Il y a les accomplissements collectifs qui sont hors du commun avec un grand chelem et une Coupe d'Europe. C'est ça. Ouais, ouais, non, non, c'est Effectivement, sûr. sur le niveau de Savea, oui, oui, je pense qu'on est sur le meilleur à son poste quoi, du monde. Après, moi, je mets Aldrit juste derrière, hein, mais Ah oui, c'est oui. vrai que c'est toujours gênant que tu te dises, bah, c'est qui le meilleur 8 du monde? Bah, pour moi, c'est instinctivement Savea. Et derrière, bah, on peut pas mettre Greg Aldrit meilleur joueur du monde, même si c'est toujours un peu particulier de récompenser ça, de mélanger 3 quarts, les avants, etc. Donc, Ah oui, oui. De toute Oui. façon, le vote, hein, rien que le principe déjà est un peu biaisé, mais bon, voilà, c'est ça aussi. Nous, on aime bien, hein, en tout cas, ici à la hmm. classe sport, je crois. Oui, on Non, aime mais moi, bien. je trouve ça sympa, ouais, je trouve ça sympa de classer, mais si tu veux, c'est. Ah oui. Alors, moi, j'ai du mal autant, même si c'est pas les mêmes postes, je veux bien comparer des arrières et des avants, en incluant la charnière dans les 3 quarts, euh, mais voilà, c'est toujours difficile sur ça. Et puis, soit on classe au talent, soit on met les accomplissements personnels, soit. Tu vois, là, on sait pas trop les critères, c'est ça qui me gêne un petit peu. Euh, Est-ce qu'on met le talent individuel et les accomplissements personnels par rapport à l'importance collective et les titres remportés? C'est toujours un peu ça qui est chiant. Hein. Nous, c'est comme quand tu regardes les. Nous, on est adepte de sport US. Tu donnes plus d'importance au MVP de la saison régulière ou MVP des finales. Bah, toi de choisir. Voilà, c'est des choses qui sont un peu particulières. Une question dans le chat, et je la trouve intéressante, c'est Ouais. de
Rebloc 92, je sais pas si je prononce bien, un jour un pilier meilleur joueur du monde. Et on a parlé de Série Paille. Et ben pour un joueur comme ça, moi ça me choquerait pas du tout. Voilà, ça me choquerait pas du tout. Quand je le vois, ce qu'il fait sur un terrain, alors je sais pas si c'est ses classes de demi d'ouverture étant plus jeune qui l'aident, mais ça passe, sa vision du jeu pour un pilier, enfin, c'est extraordinaire. Bon, il y avait Tad Furlong qui avait un peu ce rôle-là aussi avec l'Irlande. Il était en plein milieu de la ligne. Il faisait carrément des redoublés dans son dos et tout ça. Mais quand on voit un mec avec ce type de physique, qui, surtout dans l'histoire de ce poste, comment dire, on n'a pas trop l'habitude, bah, notamment au niveau de la individuelle et tout ça, moi, ça me marque beaucoup plus que d'autres joueurs, quoi. Donc, pourquoi pas pour moi. Ouais, ouais, t'as raison. Et puis c'est souvent, après, peut-être que le manque de minutes, mais au final, les talents sont de temps en temps récompensés. Enfin, c'est rare aussi, mais en tout cas, sont plus souvent nommés. Donc, pourquoi pas, c'est vrai, un pilier pour une fois être récompensé. On l'a vu d'ailleurs chez les jeunes aussi, c'est des postes, voilà, très, très qui brillent, hein, évidemment. Bon, c'est logique aussi, qui sont récompensés souvent sur ce genre de trophée. Bon, on verra. Je sais pas quand est décerné. Oui, Romain, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur. Ça, de l'anecdote qui est intéressante, j'étais en train de regarder. Je crois qu'il n'y a eu aucun pilier qui a même été nommé Je, je, je- parmi Non, je les. crois pas, c'est hein. ça, je regardais la même chose, je voyais des talons nommés Ouais. et même Il y en a un récompensés. qui est Voilà, talent récompensé le même. premier. Mais Ouais, ouais, je pensais que Tawarira serait dedans, mais même pas, non. Donc, étonnant. Et tu vois la non. différence, je reviens, mais à la différence d'un Tawaera, d'un Niakane, bon, je dis Mm, n'importe quoi avec des sous-profils. Même, je pensais moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, je pensais à Christian Califano, qui a quand même marqué le truc des piliers, quand mm. même. Voilà, avec son style tonique, participant au jeu de trois quarts. Mais même ça me marque moins que ce que font un Furlong ou un Baye. Je veux dire, moi, quand c'est la technique individuelle, tu vois, c'est pas dans le registre physique, quoi. C'est pas une accélération, c'est pas de la vitesse pour un pilier, même si il se déplace très très bien, Baye, mais c'est surtout, je veux dire, quand il me fait ces petites passes un peu aveugles dans la. Enfin, voilà, un joueur que j'aime depuis le début. Pendant longtemps, quand il était tout jeune, il avait fait ses premières sélections sous d'autres sélectionneurs, et je me souviens, il était un peu contesté, hein. Dès 21 ans, je l'aurais mis titulaire à tous les matchs. Donc, voilà, parce que c'était peut-être un peu friable en mêlée au départ, mais maintenant il est hyper costaud, il est bon dans le jeu. Moi, c'est un joueur que j'adore, hein, vraiment. Et c'est rare pour un pilier, enfin pour moi perso, j'ai pas souvent d'amour pour les piliers spécialement, quoi. Oui, oui, faut qu'il se révèle en tout cas avec quelque chose d'un peu voilà, hors de ce qu'ils savent faire de manière classique pour que évidemment on les voit un peu Travailleur de plus. l'ombre, hein. Voilà, Travailleur c'est de l'ombre. travailleur de l'ombre, c'est voilà. De toute façon, je pense que plein de postes sont comme ça hein, dans les sports collectifs. Hein. Il y a des postes où on brille. Bon, Hein. si on peut parler avec le foot, Oui. voilà, les Ou- gardiens de but Ballon d'Or, il n'y en a pas des masses. Bon, mais même défenseur, gardien de but, tout ce qui fait défense, il n'y en a pas des masses, quoi. Non, 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 de toute façon. Et puis au basket, pareil, hein, les défenseurs qui mettent 12 points par match, Alors, mais qui t'arrêtent le meilleur de l'équipe adverse, ils sont rarement alors, récompensés dans les best teams, etc., alors qu'ils ont un rôle fondamental. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est le rôle des sports co. On a tous joué, en tout cas, nous, petits, à des sports collectifs. Et voilà, il y a ceux qui brillent et ceux qui font plus ce travail de l'ombre. C'est comme ça. Bon, il est 22 heures. On a fait notre petite heure. Voilà, normalement, on parle de 7 matchs de top 14, j'arrive plus à compter. 7 matchs de top 14, là 2 matchs équipe de France, on a fait la même durée, comme quoi on avait pas mal de choses à dire et on était content de se retrouver tous les trois. Évidemment que tout le monde aille suivre la classe sport sur Twitter, tous ceux qui nous écoutent, aille suivre également évidemment Romain, Jeannot Mulot sur Twitter. Et puis je le redis, n'hésitez pas à aller voir notre site internet laclasseport.fr sur lequel on a écrit quelques articles de classement. Hein, voilà, hein, c'est notre base un petit peu, hein, notre leitmotiv classé et débattre évidemment comme on le fait tous les lundis soirs. On se retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, on annoncera les horaires. Alors très certainement lundi 21 h pour la partie 1 parce qu'on aura deux émissions pour vous faire un top 10 en deux parties. On sera heureux voilà, de classer. Donc c'est un top 10 qui va être assez sympa à suivre, assez blasphématoire aussi parce que l'objectivité ne sera peut-être pas de mise sur tout
tous les niveaux. On verra ça avec nos amis. En tout cas, on classera les plus belles équipes du championnat de France de l'ère moderne, voilà, sur un top 10. Donc, on fera sûrement en deux sessions, donc histoire de teaser un top 5 et un top 10. Donc, Toulouse sera là 7 fois pour Romain et Brive 3 fois, quoi qu'il arrive, pour Clément. Donc ça, c'est pour le. Minimum, c'est le minimum. Oui, Romain, Moi, cette fois, c'est pas sûr pour Toulouse. Par contre, il y aura ni Castres ni l'UBB. Je préfère vous le dire. D'accord. Alors, l'UBB, honnêtement, Alors, c'est que Stade français 2015 alors. Stade français, je vais bien être obligé de les mettre au fois. Ah, 2015, certainement pas. Non, Stade français 2015. Non, l'UBB, je n'en tiens pas rigueur et franchement, je ne les mettrai pas non plus. Castres, certains pourraient être chafouins, mais bon, je pense que ce serait Pourtant, compliqué. l'UBB 2020, quand même, ce titre incroyable. Mais bon, il n'y a rien en Coupe d'Europe. Bah, ouais, le titre de février, comme on l'appelle. Voilà, le titre de février. Bon, allez, mais messieurs, merci à tous de nous avoir suivis et puis à très vite sur Classe Rugby et sur la Classe Sport. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée à tous.